Ils s'appellent John, Charles, Dorothy, Elan, Gilbert, Cyril, Jean, Léon, Bernard. Ils ont entre 18 et 24 ans en ce mois de juin 1944. Ils viennent de Grande-Bretagne, des États-Unis, de Pologne, du Canada et de France. Ces hommes et ces femmes vont participer à la plus grande opération militaire de tous les temps, le débarquement en Normandie. Leur engagement va changer la face du monde et bousculer à jamais leur propre existence. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. J'étais en Amérique pour faire un stage d'1 an dans différentes usines. Et qu'est-ce que je vois dans les actualités? Octobre 1940, je vois Pétain en train de serrer la main d'Hitler à Montoire. Alors là, je me suis dit, les Français peuvent m'appeler, jamais j'irai m'engager dans l'armée française au service de Pétain. J'ai voulu m'engager la première fois en juillet 1942. À cette époque, je travaillais, et un soir, quand je suis rentré à la maison, le facteur était passé et ma mère avait trouvé les papiers et les avait déchirés. Elle ne voulait pas que je parte. Je peux la comprendre car elle avait perdu son premier mari lors de la Première Guerre. Elle avait perdu 2 petits garçons de 6 mois et une petite fille de 21 mois. Elle avait déjà beaucoup perdu et elle ne voulait pas me perdre. Mais je voulais quand même m'engager. Et je suis allé au centre de recrutement et je leur ai demandé d'envoyer les papiers à une autre adresse. Quand je les ai reçus, je suis allé m'engager comme volontaire le 1er février 1943. Je suis allé voir les bureaux de recrutement pour rentrer dans l'aviation. Il y en avait à Québec d'une couple. Je suis allé les voir, puis j'ai dit, je veux m'engager. On peut s'engager pour aller à la guerre. Puis ça. Ils ont dit, quel âge j'ai 17 ans, c'est trop jeune, tu reviendras. Mais j'ai dit, je vais l'avoir 18 ans dans quelques mois. Là, puis ça. Fais rien, tu reviendras à ce moment-là. Alors déjà, là, je voulais m'engager pour partir. Alors, au mois de septembre, j'avais fait tous les démarches. Puis au mois de septembre, je signe un contrat avec mon gouvernement, là, puis que je rentre comme volontaire. Il n'y avait pas de conscrits là, au Canada à ce moment-là, absolument pas. J'ai été incorporé dans l'armée américaine en avril 1943. J'avais 3 frères et on est partis tous les 4 à la guerre. Mes 3 frères se sont engagés comme volontaires, mais pas moi. J'ai attendu qu'on m'appelle parce que j'ai trouvé ça anormal qu'on nous appelle pour servir dans l'armée américaine au risque d'y laisser notre peau, alors qu'à l'époque, on n'avait même pas le droit de vote. C'est pour ça que je n'ai pas accepté d'être conscrit. En 1939, j'étais à l'école des Mousses. Et j'ai continué. Et comme j'aimais pas, je m'excuse, à l'époque-là, on n'aimait pas les Allemands parce que mon père avait été gazé pendant la guerre de 14. Et j'ai voulu continuer pour me venger. Voilà. Kieffer est venu nous voir, puisqu'on était volontaires, il nous a choisis. Il dit, bon, d'accord, je suis là. Et puis voilà, nous sommes donc partis à Eastbourne, prendre un entraînement pendant une semaine, voir ce qu'on valait. Et là, il nous a choisis pour partir au camp en Écosse pour faire l'entraînement de commando. Et l'entraînement de commando, c'est très dur. Hein. Bien sûr, il y en a qui abandonnent, d'autres qu'on ne veut pas les garder, ainsi de suite, c'est très dur. Enfin, moi j'ai réussi, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi.
On travaillait toutes les deux à Philadelphie, dans 2 hôpitaux différents. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur me disant qu'elle allait s'engager dans le corps infirmier de l'armée. Moi, j'avais pas très envie d'y aller, mais je me suis dit que si elle y allait, j'irais aussi. J'ai appelé à Washington, je leur ai dit que ma sœur et moi, on était prêtes à rejoindre le corps infirmier de l'armée, à condition qu'on puisse toujours rester ensemble. Vous pourrez rester ensemble, pas de problème. Et donc, je me suis engagée. J'avais une permission nouvelle, je suis talent de rentrer chez moi à Leipzig. Je suis revenu le 2 janvier. Notre officier, devant tout le monde, il a dit, écoutez, vous savez jusqu'à demain matin, soit volontairement parachutiste ou en Russie. Voilà. Demain matin, je vais à la réponse. Le lendemain matin, bien sûr, moi, un peu de jeune, parachutiste, voilà. Les autres, c'est un petit peu plus âgés, ils ne pouvaient pas en Russie. C'était vite fait. Hein. Un officier m'appelle dans son bureau et il me dit « Tu sais, si on débarque en France, tu vas être dans ton pays d'origine et si tu es fait prisonnier par les Allemands, tu seras considéré comme un espion qui aura endossé un uniforme ennemi et on ne pourra rien pour toi. En revanche, si tu veux, tu vas passer dans une cour de justice et tu peux devenir américain dans 10 minutes sans perdre ta nationalité française. Ça a duré vraiment 10 minutes. J'ai levé la main, I do, hop, ça y est, je suis américain. On m'a même demandé si je voulais changer de nom. Alors, j'ai hésité un moment parce que je me suis dit, tiens, je vais faire une blague, je vais m'appeler Bernard Roosevelt, un truc comme ça, là, ça va... Puis je me suis dit, malheureux, si je reviens en France et puis ma mère me voit et me dit, quoi, tu t'appelles Bernard Roosevelt? Elle va rigoler. Alors j'ai gardé mon nom, puis c'est tout. Quand on me dit que je peux devenir pilote, je dis combien, quand vais-je y aller? Ils ont dit dans 9 mois. Ben, en tout cas, à mon âge que j'avais, 9 mois, la guerre va être finie, puis j'aurais rien fait. J'ai dit, il n'y avait pas d'autre chose à m'offrir. Ils ont dit, mitrailleur, 3 mois. Prends mitrailleur. Puis c'est comme ça que je suis allé mitrailleur. Ils avaient besoin d'infirmières anesthésistes, celles qui endorment les patients. Ça m'intéressait, alors je me suis portée volontaire. Dans les années 40, dans le civil, les infirmières ne posaient pas d'intraveineuse. J'ai dû apprendre à le faire, ainsi que beaucoup d'autres choses, en 3 jours seulement. 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, j'étais certifiée infirmière anesthésiste militaire. Et j'étais morte de peur. Mon Dieu, ce que j'avais peur. On entendait toujours « ils vont débarquer, les Anglais vont débarquer ». Enfin, mon grand-père écoutait la radio en douce, puis il disait ça, ils vont débarquer, tu verras. La grand-mère elle disait « mais tu nous embêtes, tu nous dis toujours depuis tant de temps qu'ils vont débarquer, mais en entendant, ils viennent pas », qu'elle faisait comme ça. Enfin, c'était les 2 vieux comme ça, entre les 2, c'était marrant. Un mois avant le débarquement, on faisait plusieurs raids en France. Puis là, on se disait « il y a quelque chose là-dedans, là, comment se fait qu'on va plus en Allemagne ?» Ils ne nous disaient rien, là. On était au courant de rien. On nous avait mis dans un camp au secret, avec une maquette. Là, on a été mis au courant du débarquement. Ce qu'on avait à faire, la plage, les blocos, où ça se trouvait, ainsi de suite. Il y avait des noms de code, bien sûr. Sword Beach, bon, ça ne voulait rien dire. Juno, ça ne voulait rien dire. Mais parmi nous, nous avions 19 havrais. Quand ils ont vu la côte, ils ont dit on débarque à Ouistreham. Alors là, les Anglais qui ont été mis au courant nous ont dit hey, arrêtez, là, ne dites pas à vos copains anglais, là, sinon vous ne partez pas. Ils ont nommé une... Alors donc on a arrêté, on ne leur a pas dit, mais nous, on savions on allait débarquer. Quand on nous disait c'est pour demain, c'était jamais pour demain. Mais quand la nourriture est devenue meilleure, quand on nous a dit c'est inutile d'écrire parce que le courrier ne va plus être envoyé, c'est là où on a su qu'on allait débarquer, quoi. En Angleterre, on nous donnait peu d'informations. Et les gars avec qui j'étais n'avaient jamais combattu. On nous a dit
Faites attention à vous. Repérez les soldats qui ont déjà combattu en Afrique ou ailleurs et faites comme eux. On n'était pas au courant de ce qui se passait. On ne savait pas à quoi s'attendre. À un briefing, le 5 juin 1944, on est appelé dans la grande tente pour nous dire, parce qu'on se réunissait, non pas dans la tente, dans la grande, dans l'Afrique, c'est les tentes, pour nous dire que tonight is the night, ce soir, nous partons, c'est le début de la fin, c'est l'invasion. On est arrivé au large des côtes normandes à 2h30 du matin. Avec ma flottille, nous avons neutralisé 22 mines cette nuit-là. Ce que j'ai vu là est gravé dans ma mémoire à jamais. C'était une vision inoubliable. Le ciel était rempli d'avions. La mer était pleine de navires de toutes sortes. On essayait de pas trop réfléchir. On savait ce qu'on avait à faire et, à l'instant T, on y est allé. On a largué les parachutistes et le matériel en espérant ne pas se faire abattre. Mais il y en a eu beaucoup qui se sont fait descendre. Quand on est arrivé en Normandie, c'était la nuit. Et quand on a commencé à réduire notre altitude, il y avait beaucoup de nuages. Il faisait noir. On est descendu sous les nuages et les Allemands nous ont tiré dessus. Certains avions se sont touchés et se sont écrasés. On se levait pour se préparer à sauter. La lumière verte s'allumait, et là, on n'avait que 2-3 minutes pour sauter. Sinon, on risquait de se retrouver sur la plage, ou pire, dans la mer. J'ai sauté, et j'ai atterri tout près du village de Sainte-Mère-Église. Une partie des Allemands dormaient dans les maisons des Français. Leurs maisons avaient été réquisitionnées. Les gens ont hébergé des soldats allemands pendant 4 ans. Ceux qui avaient été parachutés avant nous s'étaient occupés de la plupart de ces Allemands. Mais on en a trouvé quelques-uns et on les a fait prisonniers. Vers 1h du matin, donc il y a une personne qui frappe à la porte. Et c'était une voisine avec un parachutiste qui a dit « Je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais il me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Alors il avait le casque avec les petites toiles dessus et tout ça, donc on l'a fait vite rentrer. Et là, il a ouvert une carte d'état-major et ils étaient tombés à 30 km de là où ils auraient dû être. Quand on est venu pour bombarder Oulgat, j'ai vu les premières, là, j'avais pas d'idée, là, le ciel s'était illuminé comme si on avait allumé des lumières partout. C'est les canons qui disaient, puis dans un flash, tu voyais des bateaux, tu voyais toutes sortes de choses, là. Aucun bruit. Tout ça, ça doit faire du tapage, mais moi, j'entendais rien, puis personne de nous entend ça, le bruit habituel des moteurs. Puis là, on est retourné en Angleterre. La même nuit, je suis parti pour le raid pour Coutances. J'ai fait 2 raids dans 24 heures. J'étais marié et je disais ça à mon épouse avant de partir. Là. Elle était sur la base, puis je disais, je m'en vais sur un autre raid. On était nouvellement mariés. Je lisais la terreur dans ses yeux. Puis je lui disais, tu sais, je suis tellement chanceux, il m'arrive jamais rien, mais tu sais pas. Puis elle était brave, c'était une Anglaise, puis elle était brave, elle pleurait pas. Les planeurs, on les voyait descendre, on voyait les parachutes s'ouvrir sous l'avion. Mon père, alors ça y est, mais ils débarquent, mais ça y est, c'est des parachutistes, mais ils arrivent, ils vont débarquer, mais ils débarquent, c'est les Anglais qui arrivent, enfin donc. Alors maman faisait, tais-toi, tu vas nous faire avoir des problèmes, tais-toi qu'elle faisait. Enfin, il y avait toujours la peur, hein, de toute façon. Moi, je me souviens toujours de papa, quand on entendait des... Il disait, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. On avait une peur terrible parce que... Alors, on a donc été dans la tranchée. Et puis, dans la nuit, maman, heureusement,
a eu beaucoup d'enfants, elle n'avait pas de mal à mettre au monde, heureusement. C'est papa qui a accouché maman, évidemment. Alors moi, j'ai chauffé sa première chemise sur mon ventre, parce qu'il n'y avait rien. Il n'était pas lavé, maman l'a mis à côté d'elle, il y avait un crapaud à côté. Alors je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit frère, un petit frère. Et puis papa, avec le couteau, son opinel, il a coupé le cordon. C'était comme ça. C'était comme ça, hein. Alors c'est là, voilà, mon petit frère, il est né là, comme ça. Très longtemps, on l'a appelé bombardière. Ça les avait intéressés, parce qu'on n'entendait que ça. Je suis monté sur le pont et j'ai regardé autour de moi. On avait l'impression que le monde entier s'était donné rendez-vous là. Mon frère, qui était affecté à la compagnie G, m'a rejoint sur le pont et on est resté là à discuter de nos chances de survivre à ce débarquement. On avait déjà fait 2 débarquements ensemble, en Afrique et en Sicile. Et on mesurait les chances bien minces de survivre à ce 3e débarquement. Un avion qui transportait des parachutistes nous a survolés. Un parachutiste a sauté et son parachute s'est mis en torche. Les suspentes se sont enroulées autour de son cou. Et ça l'a étranglé. Il est tombé dans l'eau. On est allé le repêcher et le lendemain, on lui a donné des obsèques dignes en mer. Être ici à juste 18 ans, on ne savait pas si on devait avoir peur ou pas. Mais dire qu'on n'avait pas peur, ce serait mentir. Il y avait des navires absolument partout. Et vers 6h30 du matin, ils ont commencé à bombarder. Il y avait les navires de transport de troupes et des barges, et ils ont commencé le transfert. La barge de débarquement, juste à côté du navire, était soulevée par la houle. On enjambait le bastingage en se tenant à l'échelle de corde et on descendait. Arrivé à un certain point, on sautait à bord de la barge. Mais il fallait bien calculer son coût et y aller quand la barge était au plus haut de la vague. Là, c'était le moment de sauter. Si on ratait le saut, on atterrissait dans l'eau coincée entre la barge et le navire. Et là, c'était la mort assurée. Dès qu'on a été à portée de tir des mitrailleuses allemandes, on a entendu les balles qui pleuvaient sur les rampes des barges. On savait qu'une fois que la rampe allait s'abaisser, il faudrait y aller. On n'avait pas le choix. C'était comme si on ouvrait la porte pour se jeter dans la tempête. Lorsque la rampe à l'avant de la barge s'est abaissée, la plupart des hommes qui se trouvaient là ont été tués sur le coup ou blessés. Et pour ceux qui étaient grièvement blessés, parce qu'on portait toutes sortes d'équipements très lourds et qu'il fallait sauter dans l'eau. Ceux qui étaient grièvement blessés se retrouvaient entraînés vers le fond et ils se noyaient. Et moi, quand j'ai sauté de la barge, j'avais de l'eau jusqu'à la poitrine. On a touché terre tôt le matin. J'étais avec la première vague d'assaut. Il faisait noir, il y avait des obus qui explosaient partout, de la fumée, des éclats. Mes hommes m'ont dit « Sergent, on creuse un trou ici ?» J'ai dit « Pas question. Si tu creuses ici, tu creuses ta propre tombe. Faut avancer et faire face à l'ennemi, sinon on n'a aucune chance de s'en tirer. Notre seule chance de s'en sortir, c'est d'aller affronter l'ennemi. » On a donc évacué la plage aussi vite qu'on a pu. C'était l'enfer. C'était incroyable. Quand on a débarqué, c'était un vrai carnage. Il y avait des morts et des blessés partout. Un nombre incalculable de morts et de blessés. L'eau était rouge du sang des morts et de ceux qui agonisaient.
Les mitrailleuses se sont mises à crépiter. On avait l'impression que ça venait de partout. Il paraît qu'il n'était que d'un côté, mais on n'aurait pas dit. On a continué à grimper. Je ne sais pas comment on en a réchappé. Mais il y en a beaucoup qui sont morts. On a perdu un nombre incroyable d'hommes. C'était l'hécatombe. On est plusieurs à avoir survécu. Comment? Ça, je suis incapable de le dire. J'allais vers les blessés qui étaient dans l'eau. Je les mettais sur le dos, je glissais mes mains sous leurs bras et je les tirais pour les sortir hors de l'eau et les allonger sur la plage. Je ne suis pas très grand ni très costaud et je ne sais pas où j'ai trouvé la force de faire ça. Je ne sais pas combien de vies j'ai sauvées, car moi j'intervenais sur une toute petite partie de la plage. Imaginez-vous que le nombre de blessés flottant dans la mer était très important et que la plage était immense. On ne saura jamais le nombre de ceux qui se sont noyés parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en tirer par eux-mêmes ou n'ont pas reçu d'aide à temps. Il y avait sans cesse une nouvelle vague de soldats qui arrivait. J'avais de l'eau à peu près jusqu'ici et quand une barge a descendu sa rampe, j'ai reçu un coup dans le dos et j'ai coulé. J'avais 2 vertèbres cassées dans le bas du dos. Je ne pouvais plus marcher, mais j'ai quand même réussi à aider un type. Je suis sorti de l'eau en rampant et en le traînant derrière moi. Un quart d'heure plus tard, j'avais perdu tellement de sang que je me suis évanoui. Sur mon bateau, seulement 7 hommes sur 31 ont atteint la plage. Sur les 7, 4 ont été blessés. Il n'y en a eu donc que 3 sur 31 à avoir traversé la plage, sains et saufs. Alarme, qu'est-ce qui se passe? Les Américains sont débarqués en Normandie. Bon, alors on a préparé toutes nos affaires. Et dans la nuit de 6 au 7, nous sommes partis à pied jusqu'à Saint-Lô. Ça fait 350 km. On a marché que la nuit, parce que dans la journée, on avait les avions là-haut qui volaient au-dessus de nos têtes. À peine arrivé, le premier camarade est tombé tout de suite. Il y avait des éclats dans la poitrine. Le sang, c'était un peu partout. Ça nous faisait peur au début, c'est normal, c'est la première fois. Mais après, nous avons tellement pris l'habitude. Nous avons été à Saint-Lô. Tout autour de Saint-Lô, c'est quelques 5 km, 10 km. Notre spécialité, c'était poser des mines dans No Man's Land. Dans cette grange, il y avait 120 parachutistes. À 7 h du matin, ma sœur se met à traire les vaches, qui étaient venues, et moi je la regardais faire. Et comme l'eau était juste à nos pieds, puisque c'était monté jusqu'au panneau. Donc il y a des éclaboussures sur nos jambes. Je dis tiens, c'est bizarre. Et aussitôt, c'est des Allemands qui devaient être dans les prés en face et qui nous mitraillaient, qui voyaient les Américains aller et venir dans la maison. Et là, on aurait très bien pu... on n'a pas été blessés ni rien, mais chacun est rentré là où il a pu et on s'est cachés. Nous avons débarqué à Colville et de là, nous avons débarqué nos sacs et les munitions pour partir justement, aller sur Ouistreham, ce qu'on appelait le casino. Mais il n'y avait plus de casino, c'était un blocos qu'il y avait. Voilà. Puis il nous a dit, voilà, quand vous descendez, vous foncez vers le blocos. Une cible mobile, c'est pas bon. Faut être une cible très... Vous voyez, hein. Et donc, plus vous arrivez le blocos, plus le champ de tir se referme. Oui, donc alors on a eu donc à foncer sur la plage et on n'a pas pensé au danger, même pas. Hein. Non, même pas. J'ai fait mon possible d'être le plus courageux. C'est tout. Tout en ayant peur. Nous sommes revenus sur nos pas où nous avons débarqué pour reprendre nos sacs, car nous avions des munitions. Dedans, nous avions pas mal de munitions, on a rechargé nos munitions, un petit casse-route, et nous sommes partis vers l'intérieur. Et comme vous dites, on a passé Saint-Aubin-d'Arconnet, et nous sommes arrivés vers 16h30 le soir du 6 juin. Il faut traverser le pont, nous avons fait encore 2 km jusqu'en Frise, 2 km et demi, pour faire nos premières tranchées, là.
Ça fait que dans la journée, on avait parcouru environ 17 km. Et là, nous avons arrêté dans une ferme, là, et là, bien sûr, bien content de rencontrer des bacs et pleins d'eau pour pouvoir nous laver, tremper nos habits dedans. Vous voyez, comme dans la marine, mouiller, c'est lavé, c'est vrai que c'est propre, parce qu'avant ça, on sentait un peu la marée. Hein. On était de simples soldats, on n'était au courant de rien. On a débarqué sans savoir ce qu'on était censé faire. Seuls les officiers savaient. Quand on a débarqué avec la 4e division, le 1er régiment, qui était arrivé vers 8 heures, est parti dans cette direction. Puis le 22e régiment, arrivé vers 8h30, est parti de ce côté. Nous, on est arrivés vers 10h30. Notre objectif, c'était Cherbourg. Ils avaient besoin du port. On s'est emparé de Cherbourg avec 3 autres unités. Le plus dur, ça a été la bataille du bocage. Le bocage normand, c'était un vrai cauchemar. On ne savait jamais ce qu'il y avait de l'autre côté. Les chars étaient obligés de passer par-dessus les haies, et quand les Allemands leur tiraient par-dessous au bazooka, c'était foutu. On n'a pas vu beaucoup d'Allemands par ici. On a seulement été mitraillés par quelques avions. On recevait quelques obus, mais en fait, il n'y avait pas tant d'Allemands que ça. Il y en avait vraiment peu dans ce secteur. Cette plage, c'était rien comparé à Omaha. Dieu merci, nous on a débarqué sur cette plage-là. Au début, je me demandais ce que je faisais là. J'avais rien contre les Allemands, mais quand j'ai vu pour la première fois un Américain mort ou blessé, je suis passé instantanément de l'enfance à l'âge adulte. Et j'ai su ce que j'avais à faire et pourquoi j'étais là. Je rencontre mon colonel Christiansen et c'est là qu'il me dit « Bernard, tu as 2 heures pour aller dans Formigny pour interroger les civils qui voulaient savoir d'abord quelle était la division qui nous faisait face, quel était son moral, si c'était des jeunes ou des vieux, où étaient les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, le moral de la population. » Alors, j'ai tout de suite recueilli ces renseignements et des gens venaient m'embrasser. « On vous attendait depuis si longtemps, mais qu'est-ce que vous attendiez pour venir ?» Comme si ça dépendait de moi. Il y a 6 mois qu'on disait « Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir ? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir ?» Enfin, on était là. Et une émotion inconnue pour moi, c'était quand des hommes d'un certain âge venaient m'embrasser et pleurer. Alors là, pour dire merci, merci. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à bord d'un navire hôpital rempli de blessés qui repartait en Angleterre. Un médecin est venu m'examiner, il a regardé ma plaque d'identification et il m'a dit « Il y a un autre Lambert à bord ». Je savais que mon frère et moi étions les seuls à porter ce nom dans le 16e régiment d'infanterie. Et je lui ai demandé dans quel état il était. Il m'a dit qu'il allait probablement devoir l'amputer d'une jambe et d'un bras. Et là, je lui ai dit « Par pitié, lui faites pas ça ». Je suis resté là-bas environ 4 mois. Mon frère a été rapatrié par avion aux États-Unis. Ils ont réussi à sauver sa jambe et son bras. Le soir même, on s'est mis dans les fours à chaud. Nous étions 42 personnes. Mon père allait traire des vaches pour nourrir tout le monde. Donc ma mère a soigné un Américain qui avait une balle dans la jambe. Puis un autre qu'on n'a pas pu soigner parce qu'il avait un trou dans le dos. C'était important. Et c'était pas beau à voir parce que ça se coule dans la plaie. Dans les champs où nous étions là, au four à chaud, il y avait 27 morts. Alors c'était les premiers étaient à 20 mètres de nous.
Puis tout le marais dans le bas, là, c'était plein de morts. Et ils étaient la plupart tués par leur obus, là. Ils tiraient trop court. Moi, j'étais gamin, ça fait drôle, hein. Ça marque, ces choses-là, ça marque. Alors, une fois, on était en patrouille devant moi, peut-être à 30 mètres, une américaine. Voilà, comme ça. Lui, c'était jeune, lui, pour moi, c'était bien plus âgé hein, que moi. Hein? Bon, on se regardait, hein, comme des prières. Hein? Bon, il me regarde, je regarde. C'était assez long. Bon, on a commencé à faire ça. Comme ça, on a descendu nos tempes, lui aussi. Je commence à trembler. Hein? Et quand l'armée était 3 quarts comme ça, on s'est retourné, on a cavalé vite fait. Hein? Oui, c'était unique. Là, j'avais peur. Hein? Et certainement, lui aussi, hein, l'Américain. Après la construction de la première piste d'atterrissage au-dessus de Omaha Beach, qui s'est achevée seulement le 9 juin, notre mission a consisté à acheminer des munitions et du personnel en France. Il se trouve que ma femme, ma future femme, a été affectée sur ma base. Elle était infirmière de bord, formée pour évacuer les blessés par avion. Et lorsque l'on avait la chance d'avoir une infirmière à bord, on pouvait évacuer 24 blessés sur des civières placées de part et d'autre de l'appareil. La plupart m'étaient adressés par les hôpitaux de campagne ou arrivaient directement du champ de bataille. On les installait dans l'avion, ils présentaient toutes sortes de blessures. On les soignait sur le trajet de retour vers l'Angleterre. Depuis la piste d'atterrissage en Normandie, le voyage durait environ 3 quarts d'heure. Ça a été pour nous une expérience très gratifiante d'être là pour aider des gens au lieu de les abattre. Bien sûr, quelqu'un devait se charger de le faire aussi. Mais nous étions engagés du bon côté des choses. Et ça a été pour nous une expérience très valorisante. J'ai débarqué à Omaha Beach à jour J+4. J'étais évidemment, et plus particulièrement en tant que juif, décidé à faire tout ce que je pouvais pour combattre et vaincre les nazis et l'armée allemande. Et donc j'ai pris part à la guerre avec beaucoup d'enthousiasme. On était toujours sur la ligne de front, sous le feu, et notre mission, c'était de réparer les pneus pour les donner aux gens qui en avaient besoin immédiatement. Les pneus nous offraient une très bonne protection. On travaillait sous des bombardements et des mitraillages, et à chaque fois que j'entendais un avion, je sautais dans une pile de pneus de camion, et là, je me sentais en sécurité, et j'attendais que ça se passe. Un copain du service cinématographique de l'armée me dit « Écoute, il faut que tu trouves une fermière française, une française naturellement, une fermière avec des sabots, de la paille qui sort des sabots, et une palanque avec des seaux. Et puis j'ai trouvé un endroit devant un four à pain dans la petite rue, là, et je vais prendre une photo. Ça va être la coopération franco-américaine. Tu vas faire semblant de remplir ces seaux avec de l'eau. » Il prend la photo, elle paraît dans tous les journaux américains et canadiens du 1er juillet 1944. C'est comme ça que celle qui allait devenir ma femme, Françoise, qui était toujours en Amérique, a su que j'étais en France. J'expliquais aux patients ce que j'allais leur faire et comment ça allait se passer. Je leur disais que j'allais leur injecter un médicament dans le bras pour les endormir. Ils devaient décompter en partant de 100.
En général, à 97, il dormait déjà. Un jour, on m'amène un type très costaud. Je lui explique comment ça va se passer, je commence à lui injecter le produit, il se met à décompter, il descend jusqu'à 75. J'appelle le docteur, il me dit « Augmentez la dose, augmentez la dose ». Le type a décompté jusqu'à 32. Et là, il s'est endormi. Ils l'ont opéré et ils l'ont mis en réanimation. Il a dormi pendant 3 jours. Les médecins étaient inquiets. Quand il s'est réveillé, il était dans une rage folle. On m'a dit... Peut-être que je ne devrais pas dire le mot. On m'a dit que je n'avais pas intérêt à m'approcher de la salle du fou furieux parce qu'il voulait faire la peau à la petite garce qu'il avait endormie. Ici, c'est la plage où j'ai débarqué le 31 juillet 1944. Les Polonais avaient un idéal à défendre. C'était la liberté et la paix des hommes. Alors que les autres, ils combattaient pour un seul homme, pour le Führer, un fou. Nous sommes arrivés à Caen. Nous avons traversé Caen en ruine. Et à la sortie de Caen, nous avons pris les champs qui mènent en direction de Falaise. Et là, nous avons étraîné le premier combat, le baptême du feu, comme on dit. Dans Poste à Falaise, nous sommes arrivés le 19 août. On était bombardés par les avions, par des canons, des chars qui tiraient tout autour de nous, parce qu'ils étaient encerclés. Hein. On a vu vraiment des catastrophes. Hein. On marchait sous des catastrophes, tellement on avait. Hein. Quand on avait des camarades, des pas arrachés ou des chambres de ça, je voyais même une fois une tête qui roule devant moi. Hein. Et c'était non. Encore aujourd'hui, je ne peux pas oublier ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Hein. Les officiers supérieurs allemands ont appelé ce couloir le couloir de la mort, puisque pour passer dans ce couloir, il fallait qu'ils enjambent les cadavres allemands pour ne pas marcher dessus. Voyez-vous ce que ça peut faire comme impression. On peut s'imaginer ce que ça donne. Ils ont passé comme ça en dernier lieu parce que c'était ça ou sauver leur vie ou rester avec les autres. Ils n'avaient pas le choix. Vraiment, les tranchants ne pouvaient pas dormir. Hein. On était toujours sur notre carte. Hein. Ils essayaient d'attaquer quand même, les Polonais aussi, les Canadiens, les Américains. Hein. On s'est défendu comme tout, on a tiré. Hein. C'est affreux. Hein. Au début, on était 120, et puis nous sommes sortis en 9 seulement. En 9. On soit tués ou blessés. Ouais. C'est pour ton frère. To you, Chuck. À toi, Chuck. Tu es mort si jeune, mais tu es tombé en défendant tes valeurs. J'ai du respect pour ce que tu as fait. Et depuis, j'ai essayé de vivre ta vie en partie en essayant d'être digne de toi. Chuck. Chuck. Les Canadiens étaient derrière Falaise pour essayer de réduire la fameuse poche de Falaise. Le 18 août, son avion a été abattu par les Allemands. Et d'après 3 témoins français, ils l'ont tué à coups de pied. Il avait survécu au crash de son avion. Et les Allemands l'ont tiré hors du cockpit de son Spitfire et l'ont achevé à coups de pied pour ne pas gaspiller de munitions. Quand son corps a été découvert près de son avion, les gens du village l'ont emporté et avec des planches qu'ils avaient démontées de leur grange, ils lui ont construit un cercueil et l'ont enterré à côté de l'église. J'ai une permission et je vais à la maison, je gare ma Jeep dans la cour
Et je monte au 3e étage, ma mère, je revois ma mère, elle commence à chialer. Tous les deux, on pleure. Elle m'avait vu partir à 18 ans, elle me revoit à 24. Et elle me donne des nouvelles de la famille, une partie qui a été déportée, grand-père, grand-mère, oncle, cousin, des copains, le marchand de journaux qui était en bas, enfin. Et je suis sur le point de partir, et juste avant de traverser, elle me prend le col comme ça pour me remonter un peu le col. Elle me dit « Et fais attention en traversant, en traversant la rue. » Ma mère qui me dit ça, j'avais fait le débarquement et tout le truc. Elle me dit « Fais attention. » J'ai eu ma première permission avant d'être démobilisé. Je suis arrivé chez moi un samedi après-midi. Ma mère m'a dit « Ton père est au village, au club des ouvriers. » Donc on y est allé et j'ai discuté avec pas mal de gens. À l'époque, je ne m'étais pas rasé depuis longtemps. Et j'avais une grande barbe. Et là, une petite fille de 8 ou 9 ans va voir ma mère et lui demande « Madame Banks, lui, c'est votre père ?» On a bien rigolé ce jour-là. On reçoit un avis du commandant qui nous dit qu'il avait reçu un message de Churchill disant que la guerre était finie. Et étrangement, vous auriez pensé que tous ces gens-là qui étaient pris dans la guerre seraient mis à crier, et puis c'était silence. Moi, je suis allé sur le pont, puis le bateau roulait. Alors, à un moment donné, je le voyais aller, puis je voyais le ciel, puis je voyais la mer, puis je voyais ça. Je suis très songeur, là. Puis je me disais, qu'est-ce qui va arriver? C'est fini. Pourquoi? Pourquoi je suis triste quasiment? Je fais ça. J'étais pas triste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, pour la première fois, je ne l'avais pas demandé, je n'avais pas dans quoi je m'étais engagé, mais j'étais libre. Puis si je tuais un Allemand ou un ennemi, je devenais un gangster, je devenais un meurtrier. Bye bye, nice to meet you. Bye. Quel plaisir de te voir. Oh, you okay? I'm very happy to see you. It's very important for me to... 22 ans d'une très grande amitié. Il y a 22 ans, dans mon petit village à Créance, je m'en allais au bureau de poste, j'avais 14 ans, j'allais à mon bureau de poste, poster du courrier. Il y avait Bill à l'entrée du bureau de poste, les deux bras ballants, comme ça. Alors, il avait un gentil sourire, je le regarde, je dis, vous voulez rentrer? Non, non. Alors, je mets mon courrier à la poste, je ressors. Il était toujours là, voilà. Ce sourire. Elle a dit que j'étais très bel homme. Alors, je ressors, il avait toujours ce joli visage. Et puis, je dis, vous avez besoin de quelque chose? Alors, il me dit, petit peu français, beaucoup Calvados. Alors, j'ai baragouiné un petit peu en anglais parce que j'avais 14 ans. Je dis, mais vous êtes anglais, américain? Alors, il me dit, je suis américain. J'ai été caché dans votre village en 1944 et je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé et qui ont aidé les autres soldats en 1944. This is Bill? Bill. Ah, Bill. Le voilà. Prisonnier in Germany, quand il était prisonnier en Allemagne. Je me suis arrêté à Créance. C'était tard le soir, je dirais après minuit. J'ai frappé à la porte. Il y avait 2 autres Américains avec moi. J'ai frappé à la porte et là, j'ai vu ce petit garçon. Et là, il est décédé, là.
Cette nuit-là, on a dormi dans la maison de la famille. C'était dangereux, très dangereux. Donc, ils nous ont emmenés ici et on y est resté quelques jours. Il n'y avait rien à l'intérieur, même pas de vaches. Les petites filles venaient nous apporter à manger. T'es allé combien de fois à Paris? L'armée m'a envoyé 2 fois à Paris pour apprendre aux Français à réparer les pneus. Mais tu as fait quoi là-bas? Dis-nous-en un peu plus. Ah non, je n'en dirai pas plus. Je connais Montparnasse, Montmartre et tout ça. Je connais les Folies Bergères, le Moulin Rouge. C'est les choses de la vie. Ça fait partie de l'éducation. Je voudrais exprimer quelque chose qu'on a tous ressenti et qu'on ressent encore. Un des plaisirs dont ont été privés nos camarades qui sont morts ici, sur ces plages, c'est de voir la joie des gens à la libération. On a vu la joie du peuple français, en particulier ici, en Normandie, quand ils ont récupéré leurs terres et leurs fermes. Et c'est quelque chose que n'ont pas pu vivre ces hommes enterrés ici. Je l'ai dédié à nos guerriers amérindiens. Et de l'autre côté, en particulier aux guerriers Wabanaki, Penobscot, Passamaquoddy, Maliset et Micmac. Il y a 4 tribus indiennes dans l'État du Maine. C'était important pour moi parce que je voulais rendre hommage aux guerriers amérindiens qui ont servi dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il n'y a pas d'autre monument aux morts que celui-ci. Je pense avoir créé l'unique mémorial dédié exclusivement aux Amérindiens du Maine. Il faut quand même respecter ces soldats qui ont tout, ils ont donné leur vie, ils ont fait sacrifice de leur vie pour que nous vivions actuellement. Alors ça, il ne faut pas... Ça serait de l'ingratitude d'agir autrement. Nous devons absolument nous rappeler de tout ça et assister aux cérémonies. C'est une nécessité. On peut bien faire ça, ça ne nous coûte pas. N'est-ce pas? Voilà, bien au contraire. En France, on a raconté un tas d'histoires sur le débarquement. Il y a que les Américains qui comptent. Mais ouais, on est très contents de les avoir et tout, il n'y a pas de problème. Leur matériel, les hommes, ils ont perdu des hommes aussi, comme nous en avons perdu. Hein. Et ils ont fait pleurer leur mère aussi. Hein. Bon, on y pense beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que sans les Anglais, il n'y aurait jamais eu de débarquement. Car quand on remonte l'histoire en juin 40, Churchill a dit non aux Allemands qui proposaient une paix honorable. Bon, il a dit non, hein, et il a dit à ses concitoyens, hein, je ne vous promets que des larmes et du sang. Et croyez-moi, pendant 5 ans, dans l'hôtel, ils ont eu les larmes et le sang. Hein. C'est le reste d'un parachute qui vient du débarquement, là. Donc un qui est tombé dans les prés en face, là. Et donc on a récupéré. Et donc, mes sœurs, le jour de leur mariage, en 45, se sont mariées avec deux superbes robes faites par une de mes sœurs dans les parachutes. Moi-même, j'avais ma robe de fille d'honneur, donc était faite aussi dans le parachute. La mienne, elle est à Atlanta maintenant, au musée de l'aviation. Plus jamais la guerre, hein, surtout pour les jeunes. Hein. Il faut pas ça. Hein. C'est trop. Il faut de la paix. Hein.
surtout en Europe, maintenant c'est en Europe, il faut être encore plus serré en Europe ici, qu'on s'entend tout au moins. Il n'y a pas de partage, il faut s'entendre tout unis. C'est ça qu'il faut maintenant. Oui, laisser la guerre à part. Il ne faut plus penser à ça. Ouais, c'est mieux. Et puis un jour, la guerre était finie. On avait gagné. On était hystériques. On nous a proposé soit d'aller occuper l'Allemagne, soit de partir pour l'Asie-Pacifique. On en a discuté le soir avec Elan. Et le lendemain, on a demandé à voir le colonel. Il nous a reçus. On lui a dit qu'on ne voulait ni rester dans l'armée d'occupation, ni partir dans le Pacifique. Moi, je voulais rentrer chez moi et prendre des leçons de piano. Et moi, je voulais prendre des leçons de claquettes. Quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés dans un train militaire qui avait pour destination Marseille. On était censé attendre le bateau pour l'Asie-Pacifique. Et là, quelqu'un arrive et se met à chanter cette chanson. Oh, Mr. Truman, we have got our point. We are tired of living in these foreign joints. We don't want the CBI. Save that for another guy. Please, Mr. Truman, why can't we go home? We have met the Russians and we have crossed the Rhine. We are tired of vodka and drinking Moselle wine. We would like to fraternize, but Ike says that's not very wise. So please, Mr. Truman, why can't we go home? We have conquered Berlin and we have conquered Rome. We have destroyed the master race. So why is there no shipping space? So please, Mr. Truman, why can't we go home? And then we Et came on est home. rentré à la maison. Thank you.